Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle session de la philosophie bouddhiste. On va essayer de voir ensemble quelque chose de nouveau euh, par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Mais j'aimerais parler tout d'abord de cette roue d'épée que vous voyez ici qui ressemble un petit peu à une étoile de ninja. C'est pour se souvenir de la motivation, en fait. Pourquoi on essaie de réfléchir, d'analyser, d'examiner un petit peu tout ça? C'est pour essayer de trancher à la racine nos afflictions, notre ego, notre ignorance fondamentale et notre égocentrisme aussi. Donc en fait, c'est toujours très important de se souvenir de cette motivation. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs quand on débat. Vous voyez souvent les moines, les moniales, les laïcs, etc., quand ils débattent de manière formelle, on claque souvent des mains pour se souvenir de l'union de la méthode et de la sagesse. Donc ici, vous voyez des moniales de la tradition Nyingmapa. Je crois que c'est un homme de Ling, en Inde du Sud, magnifique monastère. Vous avez aussi des moniales Sakyapa ici, qui sont représentés, qui débattent aussi. Donc il y a toujours la personne qui est debout, qui mène la danse, hein, le Riglampa, la personne qui suit la voie du raisonnement, et assis par terre, la personne qui est le Damchawa, qui essaie de maintenir une thèse. Là, ici, vous avez les moines Kagupa qui se préparent au Kagu Bunche, les, les joutes de débat inter-religieux, on peut dire, entre monastères. Et puis, vous avez ici les moines de Sera, là, ça se passe au Tibet. Donc, il y a toujours cette gestuelle, toujours assez spectaculaire, et c'est toujours un jeu. Vous avez les moines Bumpo aussi, la 5e école tibétaine. On les reconnaît à leur tonka bleu. Et donc, il paraît qu'ils sont très forts en débat aussi. Très bien. Et grâce à sa sainteté, le Dalai Lama, on retrouve aussi beaucoup de laïcs maintenant qui débattent, qui apprennent les débats pour développer l'esprit critique, essayer de renverser l'ignorance, les afflictions, essayer de se dessaisir par rapport à nos points de vue. Donc, c'est toujours très utile. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir les définiendums et les définitions. C'est quelque chose de très utile pour la suite. On va voir dans quelle mesure. Donc, pour l'instant, on va essayer de voir la définition de définiendum. C'est un existant imputé triplement qualifié. On essaiera de voir au cours d'une autre vidéo euh, les différences entre simple imputation, euh, phénomène imputé, phénomène simplement imputé. Ça va nous être extrêmement utile ensuite pour le Madhyamaka, pour la voie médiane. Mais pour l'instant, on va essayer de se concentrer sur ce qu'entend le Sautrantika qui suit le raisonnement par rapport à phénomène imputé, phénomène substantiel. On va regarder ça. Donc, en fait, imputé, pourquoi? Parce qu'il s'agit du nom qu'on donne au phénomène en question. Si par exemple, vous prenez feu et la définition de feu, chaud et brûlant, à ce moment-là, feu est le définiendum. C'est le nom qu'on attribue à ce phénomène. Donc, définiendum, le définiendum de feu, c'est un existant imputé, triplement qualifié. Et donc là, on va voir bien sûr ce que veut dire triplement qualifié, etc. La définition de définition, c'est un existant substantiel triplement qualifié. Donc c'est là où on a une contradiction fondamentale entre existant imputé et existant substantiel. On ne peut rien avoir qui puisse être les deux en même temps. On peut avoir aucune base commune entre les deux. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Donc un phénomène imputé, c'est le nom qu'on va donner. Et le phénomène substantiel, c'est la chose elle-même. C'est chaud et brûlant. Quand on approche notre main du feu, euh, notre main, bien sûr, touche du feu. Et le feu, ça va être, bien sûr, le nom qu'on donne. Mais fondamentalement, quelles sont les caractéristiques du feu? C'est chaud et brûlant. Donc, à ce moment-là, quand on a cette sensation de chaleur, etc., euh, cette sensation de chaleur, c'est la caractéristique du feu. Ça correspond à la définition du feu. Dans les traditions indo-tibétaines, la définition, c'est pas comme la définition qu'on retrouve dans un dictionnaire chez nous en Occident. La définition, c'est l'ensemble des caractéristiques. Donc, c'est l'objet lui-même, en quelque sorte. Très bien, donc ici, vous pouvez voir, il s'agit des caractéristiques elles-mêmes. Ensuite, ne pas confondre avec un phénomène substantiel qui veut dire un phénomène impermanent. Donc ça, c'est très important parce qu'on avait vu
Avec les entités, quand deux phénomènes sont une même entité et que ces deux phénomènes sont impermanents, on avait dit ils sont une même entité substantielle. Pourquoi? Parce que substance veut dire impermanent. Donc là, quand on parle de phénomène imputé et ou pardon, existant imputé et existant substantiel, on n'est pas en train de dire que l'existant imputé serait permanent, au contraire de l'existant substantiel. Là, c'est vraiment deux catégories différentes. On essaiera de comparer tout ça une fois prochaine. Mais pour l'instant, on va essayer de distinguer ce que veut dire definiendum, ce que veut dire définition. Donc le definiendum, c'est le nom qu'on attribue, et la définition, c'est l'ensemble des caractéristiques elles-mêmes. Essayez de garder ça à l'esprit, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, quand on parle du definiendum, on a dit un existant imputé triplement qualifié. Donc, quelles sont ces trois qualifications? En général, c'est un definiendum. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'il soit généralement reconnu pour être un definiendum. Donc, il faut que ce soit un terme qui soit accepté par un ensemble de personnes. Il faut qu'en général, ce soit reconnu pour être un definiendum. Si vous inventez un nouveau mot, par exemple, s'il n'est pas encore reconnu comme étant un definiendum, il ne va pas encore être usité, il ne va pas être entré dans l'usage de la langue, et donc à ce moment-là, on ne pourra pas le considérer comme un definiendum, ça va être un néologisme, etc. Mais tant qu'il n'aura pas été reconnu officiellement, d'un certain point de vue, même si c'est un groupe assez restreint, on ne pourra pas parler de definiendum. Donc c'est la première caractéristique, un definiendum doit pouvoir être reconnu comme tel. Très bien. Ensuite, la seconde qualification, c'est qu'il est établi sur la base de ses illustrations. Il faut qu'il y ait des illustrations. Par exemple, quand on dit feu, il faut qu'il y ait des feux de bois, feux de joie, feux de papier, feux d'artifice, etc. Il faut qu'il y ait des illustrations de feu. C'est assez facile à comprendre. Et ensuite, il est le definiendum de rien d'autre que de sa seule définition. Donc ça veut dire que feu n'est le definiendum que de chaud et brûlant. On ne peut pas dire que feu soit le definiendum de léger et mouvant, par exemple. Ça, c'est la définition de l'air, l'élément air. Très bien, donc ici, vous avez les trois qualifications d'un definiendum. Donc c'est un phénomène, un existant imputé qui est triplement qualifié, et là, ce sont les trois qualifications que vous pouvez retrouver. Très bien. Donc maintenant, pour définition, pour définition, ça va être similaire. En général, c'est une définition, donc il faut qu'elle soit reconnue aussi pour être une définition. Donc ça veut dire, bien sûr, c'est là où on a des débats. Parfois, on n'est pas d'accord sur une définition, et donc il faut débattre. Est-ce que les différents éléments d'une définition correspondent bien au phénomène lui-même ou pas? Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de débats par rapport aux définitions qui sont données d'un manuel à l'autre, d'une école à l'autre, d'un contexte à l'autre. Et parfois au sein même d'un seul et unique contexte, ça peut arriver. Donc ici, vous avez la définition, il faut qu'elle soit reconnue comme étant une définition pour un phénomène en question. Ensuite, elle est établie aussi sur la base de ces illustrations. Quand on dit chaud et brûlant pour le feu, il faut qu'il y ait différents feux qui soient chauds et brûlants. Le feu d'artifice, le feu de joie, le feu de bois, le feu de papier, etc. doivent pouvoir être chauds et brûlants. Très bien. Et cette définition est la définition de rien d'autre que de son seul definiendum. Chaud et brûlant n'est la définition que de feu. Chaud et brûlant n'est pas la définition de l'air, par exemple, ou de l'eau, etc. Bon, bien sûr, il y a des débats là-dessus. Donc là, c'est un petit bonus, la définition d'illustration, qu'on retrouve d'ailleurs dans la définition de chacun des deux, de definiendum et de définition, il y a l'illustration. Ils sont établis sur la base de leurs illustrations. L'illustration, c'est quoi? C'est ce qui sert de base pour illustrer un definiendum approprié au moyen de sa définition. Ça, c'est juste pour les personnes qui veulent en savoir plus, mais on va se concentrer sur definiendum et définition. Donc, definiendum est permanent. Pourquoi? Parce que il y a des definiendums qui sont impermanents et des definiendums qui sont permanents. Par exemple, espace incomposé est permanent parce que euh, ce n'est pas produit. Ce n'est pas produit. Donc le definiendum d'espace est permanent.
Mais il y a des définiendums qui sont impermanents. Le feu, eau, air, etc., choses, etc., sont impermanents. Et donc, comme la généralité définiendum a des instances permanentes et impermanentes, c'est toujours la même loi. L'ensemble définiendum est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Donc, définiendum, c'est comme pour un, différent, existant, généralité, instance, tous ces phénomènes sont permanents. Mais si c'est un de ces phénomènes, ce n'est pas nécessairement permanent. Donc définiendum est permanent, mais si c'est un définiendum, ce n'est pas nécessairement permanent. Par exemple, on a dit feu, mais on peut prendre chose. Chose est impermanente, et chose est un définiendum. Très bien. Définition, c'est pareil. Pour définition, il y a des définitions permanentes, des définitions impermanentes, donc définition est permanente. Mais si c'est une définition, ce n'est pas nécessairement permanent. Par exemple, capable d'opérer une fonction. Capable d'opérer une fonction, c'est la définition de chose. Et donc, c'est nécessairement impermanent. On aurait pu prendre la définition d'impermanent, instantané, la définition de feu, chaud et brûlant, etc. Donc, chaud et brûlant est impermanent aussi, etc., etc. Très bien. Donc, définition est un phénomène qui ne s'exemplifie pas lui-même, car définition est un définiendum. Donc, on aurait tendance à dire définition, c'est une définition. En fait, non. Une définition est un définiendum. Définition n'est pas une définition. Donc, c'est comme différent. Différent n'est pas différent. Différent est un, parce que c'est tout seul. Donc, il y a d'autres exemples comme cela. Donc, définition n'est pas une définition. Définition, c'est un définiendum. Pourquoi? Parce que définition a une définition. Et donc, on l'a dit, définition a pour définition un existant substantiel triplement qualifié. Donc ça, c'est la définition de définition. Ça veut dire que définition elle-même est un définiendum. Voilà, j'espère que vous suivez. Sinon, vous pouvez remettre en arrière. Très bien. Différent, c'est pareil. Différent ne s'exemplifie pas lui-même. On l'avait déjà vu. Différent est un. Mais si c'est différent, c'est nécessairement pas un. Donc c'est là où on a une nuance. C'est ça qui est très important de garder à l'esprit. Donc, très bien. Ici, comment est-ce qu'on compare définiendum et définition? Donc là, on parle d'un définiendum et de sa définition. Comme feu et chaud et brûlant, les deux sont une même entité. Donc c'est ça qui est très important, c'est que vous n'avez pas chaud et brûlant dans une pièce et feu dans une autre pièce. Vous avez nécessairement feu là où se trouve chaud et brûlant. Et vous avez chaud et brûlant là où se trouve feu. Donc ça veut dire que pour votre conscience euh, tactile, visuelle, etc., euh, pour d'autres consciences, quand il s'agit par exemple on avait dit, par exemple, une fois, on avait dit, quand on touche de l'eau chaude, par exemple, l'eau et sa chaleur, à ce moment-là, elles sont une même entité substantielle aussi pour la conscience tactile, parce que la conscience tactile n'a pas la capacité de les appréhender séparément. Donc là, c'est pareil, pour feu et chaud et brûlant, ils sont une même entité, et on peut même dire que les deux sont une même entité substantielle. Pourquoi? Parce que ils sont tous les deux impermanents. Le feu est impermanent, chaud et brûlant est impermanent, ce sont des caractéristiques impermanentes. Et donc non seulement ils sont une même entité, mais ils sont une même entité substantielle parce qu'ils sont tous les deux impermanents. Et on va garder comme ça, par simplicité, on va garder une même entité, parce que ça peut comme ça correspondre aussi à définition et définiendum d'espace incomposé, par exemple. L'espace incomposé, c'est un définiendum permanent, et sa définition, la simple absence d'obstruction matérielle ou la simple absence de contact obstructif, c'est la définition de l'espace incomposé, cette définition est permanente aussi. Donc à ce moment-là, les deux sont une même entité. Très bien, donc définiendum et définition sont une même entité, c'est-à-dire qu'un définiendum et sa définition sont une même entité, mais sont contradictoires. Ils sont contradictoires. Vous ne pouvez pas avoir un phénomène dans tout l'univers, aucun phénomène qui puisse être
à la fois un definiendum et une définition. Même définition n'est pas une définition. Définition, c'est un definiendum, ce n'est pas une définition. Donc on aurait tendance à se dire, bah si, définition, c'est à la fois les deux. Mais non, définition, c'est un definiendum, c'est un objet défini. C'est ce qui est à définir, définition. Et donc pourquoi? Parce qu'elle a une définition. Il y a la définition de définition. Donc les deux, un definiendum et sa définition, sont nécessairement une même entité, parce qu'il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Si vous avez chaud et brûlant, vous avez nécessairement feu, et inversement, si vous avez simple absence de contact obstructif, vous avez nécessairement espace, et inversement. Donc les deux ne peuvent pas survivre l'un sans l'autre. Et pourtant, ils sont contradictoires, et il n'y a aucune base commune entre les deux. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que entre deux phénomènes, les deux phénomènes peuvent être une même entité sans qu'il puisse y avoir une base commune entre les deux. S'il y a une base commune entre deux phénomènes, normalement, ils sont nécessairement une même entité. Mais s'ils sont une même entité, ils n'ont pas nécessairement une base commune. La preuve, feu et chaud et brûlant sont une même entité, mais la définition de feu et le definiendum de chaud et brûlant sont nécessairement contradictoires. Excellent. Donc maintenant, si on devait s'interroger sur la comparaison entre définition de choses et capable d'opérer une fonction. Donc ça, c'est ce qu'on avait peut-être vu d'une manière assez fugitive quand on a étudié les bases établies. On avait vu que les bases établies, c'était les existants, les connaissables, etc. Et qu'on pouvait les diviser en deux, phénomènes permanents et les choses produites. Et donc, les choses sont les phénomènes impermanents, et la définition de chose, c'est capable d'opérer une fonction. Artha Kriya Shakti en sanskrit, ou Dunjenupa en tibétain. Dunjenupa, ce qui a la capacité d'opérer une fonction. Très bien. Donc, on va essayer de comparer ces deux-là. Ok, donc est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui puisse être les deux, qui puisse être à la fois définition de choses et capable d'opérer une fonction? Ce qui est les deux, c'est capable d'opérer une fonction. Voilà. C'est la seule chose. C'est la seule chose qui puisse être à la fois la définition de choses et capable d'opérer une fonction, c'est capable d'opérer une fonction. Capable d'opérer une fonction s'exemplifie lui-même. Capable d'opérer une fonction est capable d'opérer une fonction, puisque c'est impermanent. Si c'est impermanent, c'est nécessairement capable d'opérer une fonction. Et capable d'opérer une fonction est nécessairement la définition de choses. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver ce qui n'est pas la définition de choses, mais qui est capable d'opérer une fonction? Eh bien oui, un vase. Un vase n'est pas la définition de choses, à l'évidence, mais un vase est bien capable d'opérer une fonction. La fonction de retenir un liquide, la fonction d'être l'objet apparent d'une perception visuelle, etc., etc. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver l'occurrence de ce qui serait la définition d'une chose, mais pas capable d'opérer une fonction? C'est impossible. C'est impossible, puisque la définition de chose est nécessairement capable d'opérer une fonction, ou ce qui est capable d'opérer une fonction, comme vous voulez. Maintenant, ni A ni B, ni la définition de chose, ni capable d'opérer une fonction, normalement, c'est facile. Voilà, permanent. Permanent, vous pouvez prendre corne de lapin si vous voulez, un non existant. Et ici, euh, on aurait pu prendre quelque chose d'intéressant, une formulation un peu spécifique. On aurait pu prendre même définition de choses. La définition de choses, puisque définition est un phénomène permanent, quand on dit la définition de choses, à ce moment-là, c'est un phénomène permanent. Mais ce qui est la définition de choses, c'est nécessairement impermanent, puisque c'est quoi? C'est capable d'opérer une fonction. Mais si on dit la définition de choses ou définition de choses, c'est un phénomène permanent. Pourquoi? Parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle.
Parce que dès l'instant où on dit définition, définition est un phénomène permanent, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Mais ce qui est la définition des choses est nécessairement impermanent et donc capable d'opérer une fonction. Donc si on dit dans ni A ni B, au lieu de mettre permanent, qui est une solution un petit peu facile, on aurait pu prendre de manière ironique définition de choses elle-même. Définition de choses n'est pas la définition de choses, puisque la définition de choses, c'est capable d'opérer une fonction, et définition de choses n'est pas capable d'opérer une fonction, définition de choses est permanent. Mais ce qui est la définition de choses est capable d'opérer une fonction. Donc c'est là où on peut jouer sur les mots. Mais si ça va un peu trop vite, c'est pas grave, vous pouvez laisser tomber, vous pouvez garder simplement permanent, qui n'est ni la définition de choses, ni capable d'opérer une fonction. Maintenant, si on devait comparer définiendum de ce qui est capable d'opérer une fonction et chose. Donc n'oubliez pas que définiendum de ce qui est capable d'opérer une fonction, c'est quoi? Ce qui est ce définiendum, c'est nécessairement chose. D'accord? Très bien. Donc maintenant, ce qui pourrait être les deux, chose, justement. Chose est en effet ce qui est le définiendum et le définiendum de ce qui est capable d'opérer une fonction. Donc si on se pose la question, qu'est-ce qui est le définiendum de ce qui est capable d'opérer une fonction? À ce moment-là, c'est nécessairement chose. Par contre, définiendum de ce qui est capable d'opérer une fonction, ça c'est carrément un autre phénomène. Mais ce qui est ce définiendum, à ce moment-là, c'est bien chose. Donc là, j'entre un petit peu dans des subtilités, mais vous pouvez les mettre de côté sans problème. Très bien, maintenant, qu'est-ce qui pourrait être non A et B? Qu'est-ce qui pourrait être chose ou une chose sans être le définiendum de ce qui est capable d'opérer une fonction? À ce moment-là, pareil, un vase. Un vase est bien une chose. Un vase est impermanent, il est produit, il est l'objet apparent d'une perception directe, et donc c'est une chose. Mais un vase n'est pas le définiendum de ce qui est capable d'opérer une fonction. Si un vase était le définiendum de ce qui est capable d'opérer une fonction, à ce moment-là, tout ce qui est capable d'opérer une fonction serait un vase. Une personne serait un vase, etc., etc., etc. Très bien, maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir définiendum de ce qui est capable d'opérer une fonction qui ne serait pas une chose, donc ce qui est ce définiendum, ce qui serait le définiendum de capable d'opérer une fonction et pas chose? Impossible. Impossible, puisque comme on l'a vu, chose est la seule chose dans l'univers qui est le définiendum de ce qui est capable d'opérer une fonction. Et maintenant, ni A ni B, à ce moment-là, permanent, et c'est pareil, on aurait pu mettre définiendum de ce qui est capable d'opérer une fonction. Définiendum de ce qui est capable d'opérer une fonction est permanent. Pourquoi? Parce que définiendum est permanent. Et donc, la permanence de définiendum contamine tout le reste. Donc, même si ce qui est capable d'opérer une fonction est impermanent, si on l'associe à définiendum, définiendum est permanent. Donc, l'ensemble des deux devient permanent. C'est ce qu'on avait dit précédemment. Donc, de manière là aussi un petit peu ironique, on aurait pu choisir comme n'étant ni A ni B, définiendum de ce qui est capable d'opérer une fonction. Pas ce qui est ce définiendum, puisque ça c'est chose, mais définiendum de ce qui est capable d'opérer une fonction est permanent. Et définiendum de ce qui n'est pas, de ce qui est capable d'opérer une fonction n'est pas le définiendum de ce qui est capable d'opérer une fonction. Pourquoi? Parce que c'est chose qui est le définiendum de ce qui est capable d'opérer une fonction. Très bien. OK. Donc maintenant, si on devait essayer de comparer encore ces deux phénomènes, définiendum et définition sont contradictoires, on l'a vu. Soit c'est un phénomène, un existant imputé, soit c'est un existant substantiel. Ça ne peut pas être l'un et l'autre. Donc ils s'excluent mutuellement. Mais si c'est ce définiendum, ça doit être cette définition. Donc là, c'est cette même nuance sur laquelle on vient d'insister à l'instant. Ça veut dire que définiendum et définition sont contradictoires. Il n'y a rien dans l'univers qui puisse être une base commune entre existant imputé et existant substantiel. Mais si c'est l'un, si c'est ce définiendum, c'est nécessairement cette définition. Par exemple, si c'est impermanent,
impermanent et ce définiendum, c'est nécessairement instantané. C'est nécessairement cette définition de ce définiendum. Donc, si c'est impermanent, c'est nécessairement instantané. Vous avez ici impermanent, c'est le définiendum, instantané, c'est la définition. Donc, si c'est l'un, c'est nécessairement l'autre, et inversement. Même si définiendum et définition sont contradictoires, un définiendum est nécessairement sa définition. Donc c'est là qu'il faut voir cette nuance. C'est une autre façon de le formuler. Ça veut dire que ce qui est un définiendum est nécessairement ce qui est sa définition. Donc là, c'est pareil, la formulation est très importante. Par exemple, impermanent est instantané. Impermanent, si c'est impermanent, c'est nécessairement instantané. Si c'est instantané, c'est nécessairement impermanent. Très bien. De la même façon, existant est observé par une condition valide. C'est la définition d'existant. Si c'est observé par une condition valide, c'est nécessairement existant. Si c'est existant, c'est nécessairement observé par une condition valide. Donc vous avez, si c'est ce définiendum-là, c'est nécessairement sa définition. Ce définiendum-là, c'est existant. Et donc c'est nécessairement cette définition qui lui correspond, donc observé par une condition valide. Donc là, il y a un truc important ici, il y a les 8 portes d'implication entre un définiendum et sa définition, ou entre ce qui est un définiendum et ce qui est sa définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, les 8 portes de l'implication, ça veut dire que vous avez A et B. A, c'est définiendum, B, c'est sa définition. Donc A, c'est un définiendum, on va dire impermanent. A, c'est impermanent. B, c'est instantané. Et donc, les 8 portes d'implication, c'est si c'est A, c'est nécessairement B. Si c'est B, c'est nécessairement A. Si ce n'est pas A, ce n'est nécessairement pas B. Si ce n'est pas B, ce n'est nécessairement pas A. S'il y a A, il y a nécessairement B. S'il y a B, il y a nécessairement A. S'il n'y a pas A, il n'y a nécessairement pas B. Et s'il n'y a pas B, il n'y a nécessairement pas A. Donc ça veut dire qu'on a 8 portes de l'implication. Si c'est impermanent, c'est nécessairement instantané. Si c'est instantané, c'est nécessairement impermanent, etc., etc. S'il y a impermanent, il y a nécessairement instantané, etc. Très bien, donc maintenant qu'on a compris les 8 portes de l'implication, il faut essayer de voir que ça ne veut pas dire que les deux concordent ou correspondent sur tous les points. Par exemple, ce qui est la généralité de l'un n'est pas nécessairement la généralité de l'autre. Donc c'est là où c'est important d'avoir compris ce que veut dire instance et généralité. On va compléter bien sûr l'épisode sur généralité et instance, mais là, vous avez normalement, en suivant les vidéos dans l'ordre, vous devriez normalement savoir ce qu'est une généralité. Donc, si par exemple, on dit ce qui est la généralité de choses n'est pas nécessairement la généralité de capable d'opérer une fonction. Capable d'opérer une fonction est la définition de chose. Donc, si c'est chose, c'est nécessairement capable d'opérer une fonction. Si c'est capable d'opérer une fonction, c'est nécessairement chose, etc., etc. Si ce n'est pas chose, si ce n'est pas une chose, si ce n'est pas équivalent avec chose, c'est nécessairement pas capable d'opérer une fonction, etc., etc. Mais même s'il y a les 8 portes de l'implication entre chose et capable d'opérer une fonction, malgré tout, ce qui est la généralité de chose n'est pas nécessairement la généralité de capable d'opérer une fonction. Par exemple, la généralité définiendum. Définiendum est une généralité. Pourquoi? Parce qu'elle imprègne d'innombrables instances. Vous avez les définiendums feu, chose, table, personne, livre, etc., etc. Du moment que nous sommes d'accord sur le fait que tous ces noms, tous ces termes sont bien des définiendums et qu'ils ont des définitions. Donc prenez tous les définiendums que vous trouvez dans les bases établies
existant, connaissable, objet, objet de compréhension, permanent, phénomène spécifiquement caractérisé, vérité conventionnelle, vérité ultime, etc. Prenez tous ces définiendums, ce sont des instances de définiendum. Donc ça veut dire que définiendum est une généralité. Donc chose est une instance de la généralité définiendum, vous êtes d'accord? Mais sa définition n'est pas une instance de cette généralité. Sa définition n'est pas une instance de définiendum, puisque sa définition est une définition, et donc est une instance de la généralité définition. Excellent! Et donc ceci vaut aussi pour les phénomènes équivalents qui ne sont pas un définiendum et sa définition. Par exemple, produit et impermanent, ou ici chose et impermanent. Chose et impermanent ne sont pas la définition et le définiendum l'un de l'autre. Mais si c'est l'un, c'est nécessairement l'autre, puisqu'ils sont équivalents. Il y a aussi les 8 portes de l'implication. Si c'est chose, c'est nécessairement impermanent. Si ce n'est pas chose, ce n'est nécessairement pas impermanent. Si ce n'est pas impermanent, ce n'est nécessairement pas une chose, etc., etc. Donc il y a les 8 portes d'implication. Malgré tout, il n'y a pas de concordance absolue entre les deux. Pourquoi? Parce que la généralité de l'un peut ne pas être la généralité de l'autre. Donc ici, par exemple, si quelque chose est la généralité de chose, ce n'est pas nécessairement la généralité d'un permanent. Par exemple, différent d'un permanent. Un permanent ne peut pas être différent d'un permanent. Pourquoi? Parce qu'un permanent est un avec un permanent. Par contre, chose est bien une instance de différent d'un permanent, puisqu'elle est différente d'un permanent. Donc, différent d'un permanent est la généralité de chose, mais pas celle d'un permanent. Ce n'est pas possible. Un permanent ne peut pas être une instance de différent d'un permanent, puisque un permanent n'est pas différent d'un permanent. Voilà, nous avons terminé pour cette fois-ci. Ça devrait normalement nous aider à comprendre un petit peu plus le reste. On reviendra un petit peu plus sur les généralités et les instances. Et pourquoi pas sur les isolats, si ça peut nous aider aussi à comprendre les deux vérités du point de vue de la voie médiane. On essaiera de voir ça une prochaine fois. Merci beaucoup.